Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire autour du cadre d'urbanisation du secteur médico-social, donc centré sur le DUI des ESMS. Ce webinaire est le premier qui va faire un zoom suite au webinaire d'introduction qui s'est tenu il y a quelques semaines. Et le zoom que l'on va vous proposer aujourd'hui concerne la fluidification des parcours d'orientation des personnes accompagnées en ESMS et qui mobilise plus particulièrement le service Via Trajectoire et le ROR. Donc nous allons faire cette présentation à plusieurs voix. Tout d'abord Guillaume Marion, de la DGCS, Claire Myrta et Jean-Étienne Demoulin de la CNSA. Alors Sylvie Bertrand sera peut-être présente, mais on a une petite, incertitude sur sa présence, donc de l'ANS équipe ROR, un petit souci de santé ce midi et Franck, Pilaud du GCS Sara pour le service Via Trajectoire. Un petit rappel simplement donc, de ces travaux d'urbanisation. Le 26, juin dernier, donc nous avons lancé une, démarche de concertation autour des travaux d'urbanisation sur le secteur médico-social, donc centré sur le dossier usager, informatisé des ESMS. Dans un premier temps, dans le champ de l'autonomie, donc, personnes âgées, personnes en situation de handicap, que celles-ci soient accompagnées en établissement ou à domicile. Vous avez le lien sur cette planche qui rappelle en effet, les premiers documents qui sont mis en concertation. Un premier document qui fait état des orientations stratégiques et d'un état des lieux et un deuxième document qui porte les principes généraux du cadre d'urbanisation et également qui, propose une schématisation générale. Dans la suite de ces documents généraux, l'objectif était de pouvoir vous proposer des explicitations, des zooms sur ce qu'on a appelé des domaines d'études, des besoins, des irritants, des zones de flou qu'on a identifiées et sur lequel, voilà, on vous propose de définir comment est-ce que la doctrine du numérique en santé s'applique pour le secteur médico-social. Et donc aujourd'hui, on vous fait un zoom sur 2 de ces domaines. Le premier, c'est la fluidification de l'orientation, donc avec le service à trajectoire, le domaine d'étude 3. Et le deuxième concerne l'identification, l'authentification, la description, gestion des droits des personnels des ESMS, des usagers et des aidants numériques, dans lequel on va faire un focus plus spécifique sur le ROR. D'autres webinaires vont suivre, on le détaillera en fin de séquence. Et je vais laisser tout d'abord, la parole à Guillaume Marion qui va nous faire une petite introduction sur les enjeux des services Via Trajectoire et du référentiel ROR au service de la transformation de l'offre. Oui, bonjour à tous. Merci Morgane d'avoir ainsi présenté les enjeux du ROR et des outils Via Trajectoire. Alors le fonctionnement en mode dispositif ou parcours à travers des modalités d'accompagnement de la personne modulaire est maintenant le mode de fonctionnement généralisé dans le secteur médico-social pour pour permettre, j'en veux pour preuve, par exemple, les dernières orientations dans le secteur du handicap de la Conférence nationale du handicap, hein, qui a posé comme objectif de fonctionnement en mode plateforme de services pour le secteur handicap enfance, l'objectif de 2026 et pour tous les ESMS en 2030. Et donc, pour accompagner cette transformation de l'offre et d'accompagnement du médico-social vers ce fonctionnement en mode parcours, il faut des outils de coordination, des outils d'orientation, des outils de suivi du parcours. Et ces outils doivent être adossés vers une description de l'offre qui ne partent plus de simples établissements géographiquement localisés, mais sur des outils de description de l'offre qui partent de ce que font les différents acteurs. Euh, L'outil qui permet d'écrire ce que font les différents acteurs, c'est le ROR, le répertoire opérationnel de ressources. ROR qui est adossé, qui est construit sur des nomenclatures partagées et c'est important cette notion de nomenclature parce que les nomenclatures permettent d'avoir un langage commun à l'ensemble des acteurs, une architecture adossée sur un modèle partagé. Donc le répertoire opérationnel des ressources est cet outil qui permet de savoir ce que font les uns et les autres. Et il faut également des outils permettant l'orientation des personnes, c'est-à-dire un annuaire qui permet aux personnes, et dans les personnes, on met les usagers comme les professionnels,
Et cet outil, c'est Via Trajectoire qui est d'abord né, localement, je dirais, hein, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'est diffusé ensuite, auprès de d'autres régions et qui aujourd'hui est un outil national tant, dans le domaine handicap que celui des personnes âgées. Cet outil, Via Trajectoire, va petit à petit se généraliser et s'étoffer, puisque des acteurs qui aujourd'hui ne font pas partie, du domaine de Via Trajectoire, à terme ont, ont la ont auront la possibilité d'intégrer et je pense en particulier au service, autonomie à domicile, pour compléter l'offre de Via Trajectoire, dans le champ des personnes âgées. Voilà pour, cette courte introduction et mise en relief, des enjeux du cadre d'urbanisation SI, dans le cadre d'un fonctionnement, des ESMS en mode parcours. Merci beaucoup Guillaume pour ce rappel. On va donc maintenant très vite, passer, à une présentation du premier domaine qui concerne la fluidification de l'orientation et qui va se centrer plus particulièrement sur Via Trajectoire. Mais vous verrez qu'on va déjà, on va dès à présent, également voir l'aurore qui se précise également dans les schématisations. Pour répondre donc déjà pour présenter un petit peu ce qui a sous-tendu les travaux, les enjeux, sans paraphraser ce qu'a dit, Guillaume, on s'est plus particulièrement donc, centré sur 3 enjeux autour de la fluidification de l'orientation. Fluidifier les orientations donc en ESMS en interconnectant le service Via Trajectoire au DUI des ESMS et au SI des MDPH et départements pour les parcours PA, PH et les acteurs du domicile. Deuxième enjeu, faciliter le parcours des usagers et de leurs aidants à travers les différents services numériques offerts pour gérer les démarches, dans une logique de parcours sans couture. Et enfin, s'assurer de l'adéquation entre les besoins des personnes et les offres disponibles dans les territoires. Donc, on a instruit, donc, au regard de ces enjeux, 2 axes de travail. Le premier qui concerne l'intégration du service Via Trajectoire dans son écosystème, donc intégration au sens urbanisation. Et le deuxième qu'on a exploré, mais encore, doucement, c'est autour de l'exploitation des données de Via Trajectoire et vous verrez, on ébauche, une cible. Concernant les questions clés, que l'on avait notées de l'écosystème, je ne vais pas toutes les détailler, on les retrouvera dans le document qu'on va mettre en concertation également, hein, sur la plateforme participer.esanté.gouv.fr. Je vais en citer 3. Quelques questions donc on a identifiées. Via Trajectoire sur le plan métier, il va devenir ou il devient désormais le service numérique cible pour l'orientation des usagers vers les services autonomie, donc dans le champ du domicile. Comment s'inscrira-t-il dans le cadre de la mise en œuvre du SIAPA national? Donc avec, 2 grands sujets, l'orientation, ou plutôt, le fait que les usagers vont pouvoir choisir, les services qui vont pouvoir les accompagner. Comment Via Trajectoire va-t-il jouer un rôle là-dedans et comment ça s'articule avec le projet de SIAPA national? Ça, c'est une première question. Vous verrez, par la suite, on va proposer des schématisations. Sur une autre question, par exemple, qui concerne l'urbanisation, pour assurer un parcours utilisateur sans couture, et usagers plus particulièrement. Comment positionner le module usager de Via Trajectoire par rapport au site d'information dédié au public personnes âgées, personnes en situation de handicap? Comment le positionner par rapport aux téléservices de demande de droits et prestations et au portail usager des ESMS? Et enfin, en cible par rapport à mon espace santé. Autre question également à laquelle on va essayer d'apporter des précisions, sur l'urbanisation, la dernière. Comment optimiser la saisie des données de description de l'offre dans le ROR, les prix des ESMS et dans Via Trajectoire? Voilà. Donc ces questions, on les avait relevées, l'année dernière dans la phase d'analyse des besoins et des orientations stratégiques et c'est vraiment ce qui a sous-tendu tous nos travaux. Donc tout ce que vous verrez après a vocation, voilà, à tenter d'apporter des réponses, vis-à-vis de ces premières questions. Pardon, et donc on va tout de suite regarder les schématisations et les quelques recommandations et on va démarrer pour ça avec, le schéma sur le grand âge et je vais laisser, Franck prendre la main plus particulièrement, sur cette partie-là. Simplement en vous mettant en visibilité sur le schéma de gauche que vous voyez peut-être de manière un petit peu petit, vous verrez ce schéma qui va se décliner sur les 3 cas d'usage, donc grand âge, handicap et domicile et donc ce que vous pouvez voir, c'est que sur la partie de gauche, on a l'usager
qui va pouvoir accéder aux services via Trajectoire, via son module usager et plus particulièrement un module de demande d'admission qui est encapsulé ou qui est plutôt, directement relié à un portail pour les personnes âgées.fr qui lui-même en cible sera référencé au catalogue de services de mon espace santé. Sur la partie de gauche, vous voyez également un accès de professionnel, donc médecin, avec son logiciel de professionnel de santé, qui va pouvoir lui aussi se raccorder à Via Trajectoire. Via Trajectoire raccordé au ROR, Via Trajectoire raccordé au SI décisionnel de la CNSA et enfin raccordé au SI des SMS dans le champ du grand âge. Voilà pour une petite explication de ce schéma et je vais laisser Franck parler plus en détail des différents cas d'usage. Oui, merci. Donc là, on a balayé à gauche toutes les briques qui composent tout ce qui permet d'orienter vers le grand âge. Donc les cas d'usage couverts, c'est la recherche. Donc en tant que personne âgée ou son aidant, je peux consulter un annuaire des ESMS grand âge. Donc pour cela, je peux me rendre sur le portail pour les personnes âgées qui est adossé au ROR et je peux faire une recherche et prendre de l'information par ailleurs sur les maintiens à domicile, les calculs du reste à charge et sur les aides qui sont disponibles pour la personne âgée. Donc, en tant que service aux usagers, pour les personnes âgées et via trajectoire usagers grand âge, seront susceptibles d'être référencés sur les services de mon espace santé. Donc ça, c'est quelque chose qui reste à définir en termes de cible, mais ça sera bien la cible envisagée. Deuxième cas, c'est une fois que j'ai pris des renseignements, je veux faire effectivement une orientation vers un établissement. Pour cela, en tant que personne âgée ou son aidant, je vais me connecter sur les personnes âgées. Je pourrais être redirigé vers Via Trajectoire pour créer mon dossier, le compléter, le faire vivre. Troisième cas d'usage, je vais avancer d'un slide, s'il te plaît. Troisième cas d'usage, en tant que professionnel de santé, je peux aussi faire une demande d'admission à la place de mon patient. Le patient peut aussi me transmettre la main sur son dossier pour que je puisse compléter la partie médicale. Donc, après, le professionnel de santé pourra se connecter à son logiciel de cabinet et Via Trajectoire va intégrer ProSanté Connect et donc on pourra voyager d'un logiciel à l'autre sans reconnexion. Et donc, Aminipro, ça aussi dans la cible. Donc, les professionnels médecins pourront naviguer sur toutes les briques sans réauthentification. Quatrième cas d'usage, c'est qu'en tant que personne accompagnée, toujours en tant que professionnel, donc tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne, j'ai besoin d'avoir des notifications. Donc, à chaque action d'une partie ou d'une autre, la partie en face pourra recevoir des notifications par mail pour suivre l'avancement des actions dans Via Trajectoire. Cinquième cas d'usage. En tant que SMS, donc là, on est côté receveur. Les EHPAD peuvent recevoir les demandes d'orientation directement dans Via Trajectoire pour en prendre connaissance et traiter les demandes. Ils peuvent suivre l'état d'avancement des dossiers dans leur établissement ou dans les autres établissements. Donc, là, on est sur un modèle transparent où un établissement peut savoir l'état d'avancement dans les autres établissements. Et je peux répondre à la demande. Donc, proposer une admission, refuser le dossier, etc. Et donc, pour ça, la trajectoire sera interconnectée au DUI pour transmettre les demandes d'admission. Là, on est bien sur de l'interopérabilité à terme. Sixième cas d'usage, c'est en tant que CNSA, je veux pouvoir enrichir mon système d'information décisionnelle
avec les données de l'offre, donc les données qui viennent du ROR, et des besoins, et des données recueillies par Via Trajectoire, donc les quantifications des demandes reçues, les délais de traitement, etc. Et donc, pour cela, l'Observatoire de Via Trajectoire et du ROR alimente le SI décisionnel de la CNSA. Septième cas d'usage, c'est en tant que ESMS, j'ai besoin d'accéder aux données de pilotage et de l'offre disponible. Et pour cela, je me connecte sur le SI décisionnel de la CNSA pour récupérer les besoins, les indicateurs. Donc, nous allons passer maintenant au volet handicap. Avant ça, on a peut-être une question à laquelle on pourrait répondre. Bonjour, quid de la saisie des capacités disponibles pour les EHPAD? Dans notre région, les EHPAD saisissent leurs capacités disponibles dans le ROR régional. Afin de faciliter les usages, il serait pertinent d'envisager une interopérabilité entre le SI, ESMS et le ROR, saisie dans le SI et remontée automatique dans le ROR, qui pourrait ensuite diffuser la donnée à d'autres applicatifs métiers. Merci. Alors, ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'aujourd'hui, avec la mise en place du ROR national, mais je laisserai Sylvie, si elle est là, peut-être le compléter, on a des API du ROR qui sont disponibles pour les éditeurs de logiciels, dont les DUI, mais plutôt dans une logique de faire de la recherche d'offres plus que de l'alimentation du ROR en tant que tel. Le sujet de la description des ESMS dans le ROR et dans de multiples annuaires, on va le traiter plutôt en fin d'échange. Et on verra en effet comment essayer d'optimiser ça. Mais à ce stade, on n'est pas forcément, en tout cas au niveau de la stratégie du ROR national, dans une recherche de mise à disposition, d'API, de peuplement, si je ne dis pas de bêtises. Sylvie, je te laisse compléter. Oui, ben en fait, on a une politique d'alimentation du ROR en termes de disponibilité en place sur le sanitaire. Donc, on va mettre en place des API d'alimentation des dispos en place, des dispos en lit, sur le sanitaire. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas été envisagé de le dupliquer sur le médico-social, mais si le besoin s'en fait ressentir, il n'y aura pas de souci pour pouvoir brancher les SI des ESMS sur le ROR national à terme. Parce que ce sera sur le ROR national qu'on pourra envisager ce type de fonctionnement. Merci Sylvie. Quid pour Mas. Donc là, on va regarder la partie handicap tout de suite. Et merci à Claire, en effet, de rappeler que, si possible, utilisez plutôt l'onglet questions que l'onglet chat pour mettre vos questions. Mais avant ça, je vais regarder la question de Dominique Pierre. Les capacités doivent être fournies par les ESMS ou doivent-elles plutôt être saisies par les tutelles ARS-CD en fonction des capacités autorisées? Ça, c'est sûrement aussi une question côté ROR par rapport aux données qui doivent être renseignées dans le ROR. Les capacités doivent être fournies par les ESMS ou doivent être saisies sur les capacités. Capacité des ESMS ou capacité pour nous, si on parle des capacités installées ou des capacités disponibles, dans le ROR, elles sont plutôt saisies par les porteurs d'offres, à savoir par les établissements. Ok, merci Sylvie. Autre question concernant un EHPAD, accueil de personnes âgées autonomes, GIR 4 à 6. Nous recevons peu de demandes via trajectoire. Comment pouvons-nous être plus facilement identifiables vu la particularité du public accueilli et notre statut? Franck, est-ce que tu peux juste préciser si ce type de structure via trajectoire les adresse bien? Oui, les EHPAD, oui. Oui. Et donc, ça dépend surtout de la stratégie finalement régionale de déploiement du module grand âge au niveau du territoire. Le mieux serait de vous retourner, je ne sais pas dans quelle région vous êtes positionné, Madame Lacasse, mais n'hésitez pas en tout cas à vous raccrocher ou à vous rapprocher du grade de votre région qui pourra vous donner des précisions sur la possibilité de vous inscrire via trajectoire.
moyennant une description dans l'Aurore au préalable. Région Occitanie. D'accord, c'est noté. Alors, je vous propose de basculer sur la partie handicap et je vais laisser la main à Jean-Étienne Demoulin. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour la partie handicap, donc on va parler de Via Trajectoire, bien entendu, mais également du portail Mon Parcours Handicap et de téléservices. En fait, à la CNSA, en lien avec ses partenaires, on travaille à l'amélioration du parcours numérique des usagers. Donc, quand on parle d'usagers, pour rappel, on parle bien des personnes en situation de handicap et leurs aidants notamment. Et dans cet objectif, on a mis ou on va mettre en place des interconnexions entre les différents systèmes d'information qui sont représentés sur les diapos ici. Mais on va aussi travailler pour que Mon Parcours Handicap devienne le principal point d'entrée et un point d'accès à l'information et aux services autour des sujets liés au handicap. Donc, lorsque les services, notamment, ne sont pas directement accessibles dans MPH, comme Via Trajectoire, sera pour nous un service. Ce dernier permettra d'être redirigé vers des services de confiance. Et c'est le cas notamment pour un DPH. Une coupure. Vous m'entendez toujours? Oui, Jean-Étienne, on t'a Ouais. perdu, mais on t'a retrouvé. Ouais, vous m'avez perdu quelques instants, pardon. Donc là, alors, par contre, on est un cran trop loin. Est-ce que tu peux remonter d'une diapo, s'il te plaît? Voilà. Merci. Donc pour le flux 1, nous sommes dans le cadre d'une personne qui fait déjà l'objet d'une décision d'orientation et qui peut donc au travers de Mon Parcours Handicap accéder à son espace usager dans Via Trajectoire pour rechercher des offres d'accompagnement adaptées. Donc Via Trajectoire, c'est bien entendu raccordé Aurore hein, et ce sera le cas également sous peu puisque c'est un projet sur 2024 pour Mon Parcours Handicap. On a vu toute l'importance du ROR et c'est normal qu'on l'implémente partout où il y en a besoin. Le flux 2 permet à l'usager d'être accompagné et redirigé vers le téléservice de sa MDPH, puisque les MDPH ont une obligation de choisir et de s'interconnecter à un téléservice de dépôt de demande en ligne. Alors aujourd'hui, je ne sais plus le nombre exact, je crois qu'il y en a 4 ou 5, dont MDPH en ligne, qui est le téléservice édité, mis à disposition par la CNSA, qui est utilisé par pas loin de 90 MDPH aujourd'hui. Et donc, dans Mon Parcours Handicap, on aura la possibilité, en étant connecté à un espace usager, d'être redirigé directement vers le service, vers le téléservice utilisé par sa MDPH. Donc, c'est vraiment une interconnexion qui permet on espère un parcours sans couture ou le plus simple possible pour l'usager. On peut basculer sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Le flux 3 permet à l'usager qui a été orienté, connecté sur Mon Parcours Handicap toujours, d'accéder à son espace usager dans Via Trajectoire et plus précisément à son espace personnel pour remplir ou compléter son dossier unique d'admission. Donc là aussi, c'est un lien d'accès rapide entre Mon Parcours Handicap, puisque je l'ai dit, on veut vraiment que ça devienne le point d'entrée unique, tout ce qui touche au handicap. Mais voilà, on veut faciliter vraiment l'accès très rapidement aux différents services et donc l'accès ici à l'espace usager dans Via Trajectoire. Alors, concernant le flux 4, celui-ci permet à la MDPH d'envoyer vers Via Trajectoire les décisions d'orientation qui ont été prises en CDAPH, afin notamment de partager ces informations aux ESMS et de faciliter la prise en charge de ces orientations par les différentes structures. Et cette même interconnexion permettra également à la MDPH de suivre les entrées et sorties qui seront signalées par les établissements. Donc en fait, on a Via Trajectoire qui va être informé, bien entendu, mais qui va permettre de redescendre ces informations directement dans les SIMDPH au travers de flux qui vont être mis en place. L'idée, c'est là de gagner du temps et de faire gagner du temps aux différents interlocuteurs, notamment les agents MDPH qui n'ont pas à aller regarder s'il y a eu des entrées et sorties et pour les ESMS de ne pas avoir à informer par un autre canal de communication qu'il y a eu des entrées et des sorties. C'est tout pour fluidifier et faire gagner du temps, bien entendu. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc, nous arrivons au 5e flux et grâce à celui-ci, un usager sera informé automatiquement de l'avancement du traitement des demandes de prise en charge qu'il a formulées auprès des ESMS. Et ces informations, en plus d'être communiquées directement à l'usager, seront là aussi en cible. Alors, quand on parle en cible, c'est en courant 2024. En tout cas, c'est notre objectif. Donc, ce sera affiché dans VT, mais également dans mon parcours handicap. Et sur le flux 6, donc grâce à ce flux, un établissement qui reçoit les décisions d'orientation de la part de la MDPH et les informations pertinentes pour la prise en charge de l'usager. Donc, il reçoit ces décisions, et en retour, cette interconnexion via ce flux 6, numéro 6, permet de partager le statut des demandes formulées à Via Trajectoire. Donc, où est-ce qu'on en est du traitement des différentes demandes? Là aussi, l'idée, c'est d'afficher ces informations directement dans Via Trajectoire, mais à terme également dans mon parcours handicap. Et donc, effectivement, Via Trajectoire est en effet interconnecté au DUI, conformément au standard du CISIS. Ça, c'est ce qui est indiqué sur la diapo. Je ne vais pas aller plus loin. On peut passer à la slide suivante et pour cette slide, je laisse la parole à ma collègue Claire Myrta. Bonjour à tous. Alors sur les 2 derniers cas d'usage, ce sont des cas d'usage que pour la plupart vous connaissez bien puisqu'ils sont liés aux indicateurs de pilotage. Donc là l'idée c'est que en tant que CNSA, nous souhaitons enrichir le SI décisionnel à partir des données de l'offre et des besoins qui seront recueillis à la fois dans Via Trajectoire et directement dans le ROR. Donc ça c'est le fameux trait que vous voyez sur la droite. Donc l'idée étant d'alimenter ce SI décisionnel de la CNSA. Et le 8e cas d'usage, c'est toujours à partir de ce SI décisionnel, de diffuser les informations aux établissements et aux MDPH, et même aux ARS et aux conseils départementaux, qui n'apparaissent pas sur cette diapo, mais qui sont aussi concernés, puisqu'ils peuvent accéder aux données de pilotage qui sont disponibles dans le SI décisionnel de la branche autonomie. Voilà, donc aujourd'hui, vous connaissez bien son volet handicap. Franck vous a présenté tout à l'heure le volet grand âge qui sera enrichi. Donc la cible étant bien d'avoir un SI décisionnel unique pour toute la branche autonome. Merci beaucoup Claire. Merci Jean-Étienne. Donc je ne crois pas que ça soulève trop de questions sur la partie handicap strictement. On a quelques questions qui avaient été posées de manière un peu plus générale et je pense qu'ils concernent plus particulièrement le ROR. Je ne sais pas si Sylvie, tu es encore disponible pour nous répondre. Quel retour d'expérience du secteur sanitaire? A priori, l'outil n'est pas renseigné par les établissements et donc assez peu exploitable. Alors, je ne sais pas si ça concerne le ROR ou si ça concerne Via Trajectoire ou le couple ROR Via Trajectoire, mais ça touche en effet au déploiement, au peuplement du ROR et au déploiement d'une stratégie à la fois de renseignement du ROR, de mise à jour du ROR et de mise en qualité des données, et également de synchronisation avec le service Via Trajectoire. Est-ce que tu veux en dire 2 mots, Sylvie? Oui, tout à fait. Clairement, la synchronisation sur le sanitaire des établissements après leur peuplement dans Via Trajectoire prend plus de temps, évidemment, que quand on passe par un circuit où on remplit d'abord le ROR et ensuite on se synchronise directement avec Via Trajectoire. Donc, c'est ce qui peut expliquer que les établissements s'étant peuplés dans Via Trajectoire, ils ont un peu plus de mal à se brancher sur le ROR pour pouvoir compléter, mais il y a un gros effort des régions, notamment des grades en région, pour animer ce peuplement et cette synchronisation. Donc, ça devrait revenir sur des logiques proches du 100%, on l'espère en tous les cas. Je suis désolée, je n'ai pas ma caméra, je n'y parviens pas, donc un peu compliqué. Merci beaucoup Sylvie. Et une question complémentaire, sont les capacités ou les autorisations délivrées par les ARS, je pense par rapport à ce qui est également renseigné dans le ROR. Attention, excuse-moi, je ne vois pas la question. Une question de Vincent Malaise, capacité ou autorisation délivrée par les ARS. Oui. Il n'y a pas plus de précision. Peut-être que le mieux serait de reformuler votre question pour qu'on puisse vous répondre. Je pense qu'il y a les deux. Enfin, peut-être Morgane, il y a les deux. Il y a la capacité autorisée et il y a la capacité réelle, les places installées.
dans l'Aurore? Dans l'Aurore, il y a les deux, oui. Il y a les capacités installées et il y a le réel en termes de place. Mais pour l'instant, il n'y a que les capacités installées sur le médico-social, sauf quelques exceptions. Merci à toutes les deux. On va basculer sur le troisième Zoom qui concerne le champ du domicile, sur lequel on va revenir finalement assez vite, on va passer assez vite. Vous voyez que la schématisation est relativement similaire. On se concentre donc sur de l'orientation vers de l'offre d'accompagnement à domicile, dans le cadre de l'APA, mais également de manière plus large. L'objectif est de pouvoir, en effet, et c'est un arbitrage qui a été rendu très récemment, envisager d'étendre l'usage de via trajectoire aux services autonomie à domicile, donc en cible, les nouveaux services autonomie à domicile, qui regroupent les SAD et les SIAD et les SPASAD. Donc la logique telle qu'elle est aujourd'hui posée, c'est de rendre en effet le service via trajectoire de rendre son accès le plus fluide possible, quelle que soit son utilisation. Donc, son utilisation par les usagers. Donc, vous avez vu sur le champ grand âge et sur le champ du handicap une volonté d'être très intégré aux différents portails d'information. Et bien, c'est le cas également ici en cible pour le domicile, avec un accès depuis le module usager, depuis pour les personnes âgées.fr ou même un portail bénéficiaire APA. Et donc, de pouvoir accéder à une fonction de choix de son service à domicile depuis via trajectoire. Donc ça, c'est pour l'usager. Vous avez également d'autres téléservices qui sont renseignés et qui permettent aussi de rendre accessibles les démarches auprès du département ou auprès des CARSAT dans le cadre de leur demande d'aide. Côté professionnel, l'objectif est de rendre l'accès à via trajectoire le plus fluide possible pour les professionnels des conseils départementaux, donc des équipes APA quand la personne relève de l'APA. L'objectif également côté acteur du domicile et donc ici des ESMS, c'est de pouvoir envisager une interopérabilité poussée sur le modèle de ce qui a été fait pour le champ du handicap, donc inscription dans le cadre d'interopérabilité. Et enfin, sur le plan du décisionnel, un enjeu en effet d'alimenter le SI décisionnel de la CNSA en cible, donc le SI autonomie. Voilà, toujours en étant raccordé au ROR au niveau national et avec également une stratégie à définir pour les portails et pour l'accès usager de via trajectoire, une stratégie à définir sur le référencement au catalogue de Mon Espace Santé. Puisque dès lors qu'on est dans des applications usagées, qui ont vocation à échanger, partager, manipuler des données de santé qui peuvent alimenter le DMP ou l'agenda de la personne ou avoir besoin en effet d'échanger des messages via messagerie citoyenne, eh bien la cible est de pouvoir référencer ces services, ces portails de services au catalogue de Mon Espace Santé en cible. Voilà, donc je ne sais pas si ça soulève d'autres questions. En tout cas, on a fait le tour des différents cas d'usage, à la fois sur le grand âge, sur le handicap et sur le domicile. Et on va vous proposer de basculer sur quelques principes ou recommandations. Je vais toutefois regarder les questions, s'il y a des nouvelles questions. Quid de la mise en place effective du ROR des EHPAD masse USLD? Ça touche à une stratégie de déploiement qui a été mise en place auprès de ces structures, avec en effet des objectifs qui ont aussi été assez ambitieux cette année pour la description de ces structures dans le ROR. Sylvie, tu veux en parler? Ou Guillaume, je vois que Guillaume aussi a son micro, donc n'hésitez pas si vous souhaitez. Donc oui, la stratégie de peuplement dans le ROR, elle est définie conjointement à la fois par les pilotes, par le ministère et à la fois par les régions en fonction des besoins d'usage des différentes structures médico-sociales. Et tous les ans, on a une feuille de route qui est définie sur l'intégration au fur et à mesure de ces structures en fonction des usages dans la... On étudie d'abord pour pouvoir voir comment elles vont être décrites et ensuite on partage des consignes de peuplement avec les régions pour que ensuite ces structures puissent être décrites. Donc c'est dans le cadre d'une feuille de route annuelle que les nouvelles structures qui doivent être intégrées dans le ROR sont
sont décidées et définies. Merci Sylvie. Alors, on va passer sur les recommandations. Sur les recommandations. Merci. Et je vais passer la parole à Franck. On va vous les présenter à 2 voix. Franck, je te laisse démarrer. Oui. Alors, principe numéro 1, l'orientation permet à un demandeur d'envoyer une demande à un receveur. Il faut préciser que un demandeur, ça c'est le cas général, mais on peut bien sûr envoyer des demandes à plusieurs établissements en parallèle et on ne confirme qu'avec un receveur. Vas-y, moi je te laisse poursuivre. Le receveur, c'est bien la personne qui reçoit une demande qui lui est adressée en particulier et qui gère les demandes d'orientation et d'admission reçues. Ce, dans tous les modules de Via Trajectoire, la règle est la même pour l'ensemble. Principe numéro 3, Via Trajectoire et le service numérique national de l'orientation. Ça, c'est le concept de base de la doctrine maintenant. Principe numéro 4, Via Trajectoire est adossé au ROR, lequel comprend la description de l'offre des activités des ESMS. Donc, Via Trajectoire récupère les données saisies par les ESMS dans le ROR, enfin, celles qui sont utiles au processus d'orientation. La place du ROR et la limitation des saisies multiples des données des descriptions de l'offre sont discutées au titre du domaine d'étude numéro 7. Ça, on le verra juste après. Voilà. Et principe numéro 5, les échanges entre les DUI des ESMS et Via Trajectoire s'appuieront sur des API exposés par Via Trajectoire et seront conformes, bien sûr, au EOCI SIS. Donc, travail en cours côté PH, ça c'est le grand chantier de l'année cours, et pour les autres domaines par la suite. Je te laisse poursuivre ou je poursuis? Comme tu veux. Allez, vas-y. Principe numéro 6, le module d'accès professionnel à Via Trajectoire intégrera ProSanté Connect. 2026, toutes les appuis de santé devront être ProSanté connectés. C'est le principe de base est l'authentification des sites de santé se fait par ProSanté Connect. Principe numéro 7, le module usager de Via Trajectoire permettra à la personne accompagnée d'accéder et de compléter un dossier de demande unique en vue d'un accompagnement en établissement ou service d'autonomie. Ce module serait référencé ensuite dans le catalogue de Mon Espace Santé. Principe numéro 8, Via Trajectoire fait appel au service INSI pour qualifier l'INS de la personne accompagnée. Et du coup, il s'agit de mettre en évidence l'identification de l'usager et le référencement de ces données de santé. Là aussi, contrainte réglementaire. Principe numéro 9, Via Trajectoire s'appuiera sur l'utilisation de l'INS de la personne accompagnée tout au long du parcours d'orientation de la personne accompagnée et pour tout échange de données la concernant. Et principe numéro 10, l'observateur de Via Trajectoire et le SI décisionnel de la CNSA seraient intégrés dans le SI décisionnel de la branche autonomie portée par la CNSA et qui engloberait l'ensemble des données PA, PH, domicile. Merci Franck. Donc, une fois que ces recommandations sont posées, donc on est bien sûr sur la cible, on a évoqué un certain nombre de chantiers qui restent à définir ou des études à conduire. Je vais juste les repréciser en quelques minutes avant de basculer sur notre deuxième domaine d'études relatif au ROR. Donc, vous l'avez vu, donc l'interopérabilité avance avec le service Via Trajectoire. On a déjà des choses qui se déroulent et qui sont opérationnelles depuis des années sur grand âge. On s'inscrit dans le cadre d'interopérabilité sur la partie handicap. Et on l'inscrit de plus en plus dans le schéma cible sur le domicile, avec une mise en application pour mi-2025, une première étape pour T1 2024 sur la partie domicile. Là, ce qu'on cherche simplement à dire, c'est que dans le cadre du handicap, on fait des pilotes cette année, et l'objectif, c'est d'inscrire en effet l'interopérabilité avec Via Trajectoire dans le Ségur
médico-social pour les établissements du champ du handicap. Et donc, voilà, l'objectif, c'est que tous les éditeurs de logiciels de DUI puissent intégrer cette interopérabilité avec Via Trajectoire dans le cadre du Ségur Vague 2. On va travailler sur une stratégie de référencement du portail usager de Via Trajectoire dans le catalogue de Mon Espace Santé, en articulation avec les portails également pour les personnes âgées.fr ou Mon Parcours Handicap. Donc ça, c'est une stratégie qui reste à définir. On a ensuite des travaux qui sont en cours d'APIisation de Via Trajectoire pour permettre un accès sans couture depuis le portail d'information et de services Mon Parcours Handicap et pour les personnes âgées.gouv.fr. La standardisation des échanges, inscription au cadre d'interopérabilité, elle est actuelle, elle est possible dans le champ du handicap, mais elle est en cible envisagée dans le champ du grand âge, donc pousser un peu plus loin l'interop existante sur le champ du grand âge, et également dans le champ du domicile. Autre axe de référencement, en tant que service pour les professionnels, on est en train de discuter également avec l'assurance maladie pour rendre Via Trajectoire accessible depuis Amélie Pro et demain depuis le web bouquet de services professionnels, le web BSP. Et donc, on a une stratégie plus globale à avoir en tant qu'outil professionnel de référencement au futur bouquet de services professionnels. Et enfin, dernier point, donc la définition de la stratégie d'exploitation des données, donc qui reste à définir par rapport au SI décisionnel de la branche autonomie, qui n'est pas encore créée, mais qui est positionnée dans les SI de la CNSA, et donc tout ça fait l'objet de travaux et d'études à venir. On va basculer donc maintenant sur la deuxième partie, donc sur le ROR, qui sera un petit peu plus courte parce qu'on a déjà beaucoup répondu à vos questions. Et donc, on va faire un zoom plus particulier sur un domaine qui normalement englobait l'identification des acteurs et des structures, donc personnes morales et acteurs physiques, que ce soit usagers ou professionnels. Et là, on va se faire simplement un focus sur le ROR en articulation notamment avec le service Via Trajectoire. Et on va regarder plus particulièrement l'optimisation de la saisie par les ESMS de la description de leur offre et de leurs activités. Donc, par rapport à toutes les questions qui se figurent ici, c'est des questions qui sont finalement plus larges sur l'identité des acteurs et structures. Et on va se centrer ici sur la description des activités des ESMS dans les annuaires de référence. Et je vais laisser la parole à Sylvie qui va vous repréciser un petit peu plus généralement le schéma d'articulation du ROR dans son écosystème. On ne t'entend pas, Sylvie. Ainsi que vous avez pu l'entendre dans les présentations précédentes, le ROR est maintenant vraiment positionné comme le référentiel unique de description de l'offre de façon transversale au niveau du sanitaire et du médico-social. Et en tant que référentiel, il n'a pas vocation à développer des services métiers, mais à alimenter via des services d'alimentation les services métiers, notamment ceux d'orientation dans le médico-social. Donc, si les ESMS actuellement saisissent leur offre, notamment tout ce qui est activité, spécialisation de prise en charge et les ressources qui contribuent à réaliser ces activités, notamment tout ce qui est équipement, personnes ressources, etc. Très concrètement, en termes d'urbanisation, l'objectif, c'est que toutes les informations progressivement qui concernent l'offre soient intégrées dans le ROR, notamment tout ce qui concerne les tarifs et puis éventuellement des descriptions succinctes de structures, des sites web, etc., qui permettront de compléter leur offre. Donc, l'idée, c'est bien que le ROR centralise un maximum d'informations sur la description de l'offre et soit le point où tous les ESMS puissent décrire ces informations. Alors, en tant que référentiel, je vous le disais, il a vocation à alimenter l'ensemble des services qui ont besoin de la description d'offres pour fonctionner, et notamment les services d'orientation. Et on voit sur ce petit schéma que le ROR a vocation à alimenter Via Trajectoire, mais aussi d'autres outils très métiers, des outils de la SIMDPA, de la SIMDPH, la SIAPA, santé.fr, un certain nombre de portails d'information et tous les autres services en fait qui ont besoin de la description de l'offre, qui peuvent consommer le ROR plutôt que de se reconstituer leur propre référentiel en interne applicatif. On va peut-être passer sur la deuxième diapo.
Donc, je vous le disais, au niveau médico-social, clairement, le deuxième objectif en termes d'urbanisation, c'est qu'un maximum de services qui ont besoin de cette offre puissent se connecter au ROR. Donc, Via Trajectoire s'appuie déjà sur le ROR, à la fois pour le sanitaire, mais aussi pour le médico-social. Vous avez soulevé les enjeux de synchronisation. C'est vrai qu'il ne suffit pas de se connecter, il faut aussi se synchroniser. Et donc, il y a encore un peu de travail à réaliser pour que l'alimentation de Via Trajectoire par le ROR soit complètement fluide. Donc, l'objectif en termes d'urbanisation, c'est bien que tous les portails puissent se connecter au ROR. Pour ça, vous le savez, actuellement, il y a 18 ROR régionaux qui, depuis le mois de février, sont consolidés dans un ROR national. Donc, pour les éditeurs et pour tous les services, eh bien, désormais, il est plus simple d'accéder à la description d'offres sur l'ensemble du territoire national, puisque les services peuvent accéder à toutes ces données via un point d'accès unique au niveau du ROR national. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser, je vais être rapide. Donc, et ensuite, on peut peut-être passer au principe. Voilà. Donc, en termes de principe, je vous le disais, le ROR maintenant est vraiment positionné comme référentiel unique de description de l'offre. Il va prochainement y avoir un décret qui va paraître en ce sens, avec une obligation pour les établissements médico-sociaux de se décrire dans le ROR et de mettre à jour leurs données au minimum une fois par an. Ce ROR, il s'appuie sur des nomenclatures nationales qui sont validées par les sociétés savantes et par un certain nombre d'institutions au niveau ministériel, qui sont bien sûr cohérentes avec les familles de prestations Séraphin PH. Et c'est ce qui va permettre de décrire tous les établissements de façon homogène et de pouvoir éventuellement, quand on fait une recherche, avoir tous les établissements de même type décrits de la même façon. Donc, principe 3, donc les données du ROR alimentent les services numériques, je vous le disais, via des API qui sont désormais exposés par le ROR national. Pour les personnes un peu plus techniques, actuellement, c'est des API CSD. Demain, ce sera des API Fire. Et donc, voilà, je pense que ça suffit. Et en point 4, eh bien, je vous le disais, on a un objectif d'intégrer vraiment un maximum de données de description d'offres pour que les établissements n'aient pas à se saisir, à se décrire dans plusieurs outils. Donc, on envisage un élargissement de la description pour répondre à des usages actuels des services métiers qui notamment proposent un petit peu de détails et des photos, des choses comme ça sur la description des ESMS. Merci voilà. Sylvie. On a des questions complémentaires dans le chat. Une question de Dominique Pierre. Est-il optimal de compter sur chaque SMS pour décrire les informations qui le concernent, compte tenu du nombre de SMS et de la faible fréquence d'utilisation par chacun? Donc ça touche à la stratégie en effet de peuplement par chaque SMS ou mise à jour de ces données par chaque SMS. Et est-ce que c'est optimal de fonctionner comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Et du nombre de SMS, donc 42-46 000, et du fait que on n'a pas forcément besoin non plus tous les jours de rafraîchir les informations le concernant dans le ROR. Tout à fait. Alors, le principe fondateur du ROR, c'est quand même que on veut décrire des données opérationnelles, c'est-à-dire des données qui permettent à des processus opérationnels de fonctionner. Donc, à ce titre, il faut qu'on soit bien au clair sur ce que fait réellement l'établissement. Et donc, très concrètement, il nous semble que c'est le porteur d'offre, donc le SMS, qui est au plus près de son activité et qui donc, c'est lui qui est le mieux placé pour décrire son activité opérationnelle. Et ensuite, en termes de mise à jour, c'est vrai que ce qui maintenant est préconisé, c'est une mise à jour annuelle.
ce qui fait que ce n'est pas un travail très lourd pour les ESMS. Donc, on est en train de réfléchir à une stratégie d'accompagnement avec les régions pour pouvoir animer cette mise à jour. Autre question de Vincent Malaise. Avec quelle périodicité, mise à jour en continu, annuelle et à quelle complétude? Ça reboucle avec ce que tu viens d'évoquer sur cette stratégie, j'imagine. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir exactement aussi, c'est qu'on met en place un dispositif qualité avec les régions et avec les établissements pour pouvoir identifier les anomalies en termes de qualité. On est en train de mettre en place une boucle qualité qui pourra être développée directement avec les services pour pouvoir remonter les anomalies. Et donc, on espère ainsi pouvoir avoir une mise à jour des données au plus près de la réalité de la description d'offre. Une autre question, pour une meilleure garantie de cohérence, n'est-il pas indispensable de décommissionner les ROR régionaux dès maintenant? Alors, décommissionner les ROR régionaux dès maintenant est complexe, puisqu'il y a un certain nombre de ROR régionaux sont connectés, alimentent des outils métiers. Donc, le décommissionnement des ROR régionaux nécessite d'une part qu'on ait eu le temps de mettre en place la saisie pour les professionnels et pour les établissements de la description d'offres et que les régions, que les applications aient eu le temps de se mettre à niveau pour pouvoir consommer le ROR national et pour pouvoir adapter leurs applications pour pouvoir intégrer à la fois les concepts et les nomenclatures de description d'offres. Donc, l'idée, c'est bien d'avoir une trajectoire progressive de décommissionnement des ROR régionaux et de le faire au plus tôt pour ceux qui le peuvent. Mais il y a des contraintes à la fois côté ROR national et à la fois côté application régionale qui nécessitent de prendre un certain temps pour pouvoir décommissionner de façon correcte et réaliste. Merci Sylvie. Je crois qu'il y a des questions qui touchent plutôt à la multiple saisie et des liens avec des travaux ATIH ou j'imagine renseignement des tableaux de bord de la performance ou autre type de tableau de bord. Sur toutes ces questions autour de la multiple saisie, je vous propose de vous renvoyer à un webinaire qui se tiendra à la rentrée concernant l'optimisation justement de la saisie et l'émergence de ce qu'on a appelé un orchestrateur de données, dans lequel on vous présentera également ce que met actuellement en place la CNSA avec le SI qui s'appelle SIDOBA. Je vous repréciserai la date de ce webinaire, mais ces questions seront plutôt amenées à être traitées dans le cadre de ce webinaire. Pour prolonger, les ROR régionaux pourraient consommer les infos du ROR national au lieu de les alimenter. Pardon, excuse-moi. Question complémentaire de Dominique Pierre dans la suite de ta réponse. Pour prolonger, les ROR régionaux pourraient consommer les infos du ROR national au lieu de les alimenter. Pour l'instant, toute la saisie est faite dans les ROR régionaux. Et la première étape de construction du ROR national, c'était de consolider toutes ces informations pour pouvoir fournir un point d'accès unique aux services. Parce que la difficulté était pour les services d'être obligés de consommer 18 ROR régionaux pour avoir une vision nationale et pour les ROR régionaux de voir se démultiplier les demandes de connexion et donc de pouvoir supporter ces nouvelles demandes de connexion. Donc, l'idée, c'était d'avoir une première étape dans la construction du ROR national qui soulage à la fois les ROR régionaux et qui permettent de rendre un meilleur service aux services métiers via ce point d'accès unique. Donc, c'est pour ça qu'on a identifié une logique d'alimentation par les ROR régionaux du ROR national. Merci Sylvie. Je terminerai avec les prochaines étapes identifiées. Donc, on a des travaux aujourd'hui qui doivent se préciser sur l'intégration progressive des tarifs des ESMS dans le ROR, avec l'objectif étant de pouvoir les alimenter directement dans le ROR en cible. Et on a également une étude concernant une logique de point d'accès unique qui pourrait peut-être émerger pour justement favoriser la saisie des activités des ESMS. Cette question, elle porte à la fois pour des acteurs du type professionnel de santé qui ont besoin également de décrire, par exemple, la manière dont leur cabinet est accessible. Ces informations ne sont pas forcément aujourd'hui décrites dans le ROR.
sur santé.fr. Donc, ça pose la question de savoir si on doit enrichir l'Aurore avec ces données ou si on doit mettre à disposition un point d'entrée unique qui va permettre aux acteurs professionnels et structures de décrire dans ce point d'entrée unique leurs informations qui vont être ensuite déversées dans l'Aurore et dans les répertoires ou annuaires de référence qui sont légitimes justement à référencer ces différentes données. Voilà, donc ça c'est une étude qu'on va conduire en lien avec la CNSA et avec la CNAM, en lien avec les réflexions autour du web BSP, le web bouquet de services professionnels, et la CNSA concernant l'outil SIDOBA. Voilà, et donc pour terminer, je voulais simplement vous remettre en visibilité la concertation en cours sur ces travaux d'urbanisation. Donc c'est le premier Zoom que l'on réalise aujourd'hui très concret sur l'orientation. Il y en aura d'autres, je vais vous les préciser juste après avec les webinaires qui sont organisés donc cet été. Vous avez accès ici à l'espace de concertation. Vous avez 2 documents qui sont déjà publiés sur les orientations stratégiques, sur le cadre général et les schématisations générales. Et ces documents qui vont concerner donc Via Trajectoire et l'Aurore qui seront mis également à disposition. Donc, ce ne sont pas des documents figés. Au contraire, on a besoin de vous et on va prendre en compte l'ensemble de vos questions justement pour nourrir les travaux. On a vraiment besoin de vous pour les adapter au mieux et qu'ils permettent d'apporter des réponses concrètes en cible aux irritants, aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Les prochains webinaires, donc on a cette semaine un prochain webinaire prévu sur les outils de coordination. On est toujours en questionnement sur le fait qu'on pourra le maintenir ce mercredi ou qu'on le déporte plutôt au retour des vacances. On a des vrais sujets d'agenda là où c'est un petit peu compliqué au moment de partir en vacances, d'avoir la disponibilité de tout le monde et d'avoir également le temps suffisant pour pouvoir bien s'articuler entre acteurs pour pouvoir tenir ces webinaires. Donc, si on ne le tient pas le 5, on le tiendra à la rentrée. Et donc, les webinaires qu'on vous propose à la rentrée, le 5 septembre, ce sera autour des échanges plus spécifiquement entre les services APA des conseils départementaux et les ESMS du champ du domicile, qui pourront se centrer sur le standard d'échange SPADOM également. Le 9 septembre, l'optimisation de la saisie en lien avec la présentation du service SIDOBA. Donc, c'est là où on parlera multiples saisies principalement. Donc, en cours de replanification, les outils de coordination pour les personnes accompagnées. Le 14 septembre, l'identité électronique des acteurs. Quels moyens d'identification électronique, ICPS ou autres moyens pour faire en sorte que les acteurs puissent se connecter en toute confiance aux services numériques de santé, santé au sens large. Et enfin, le 21 septembre, tout savoir sur les portails d'information et les solutions connectées, que ces solutions connectées soient au domicile ou soit en structure. Voilà, on vous attend nombreux sur ces prochains rendez-vous et on vous remercie énormément pour toutes vos questions. Et on espère que voilà, ce webinaire vous a apporté un premier niveau d'éclairage. N'hésitez pas à poster vos contributions sur ces travaux d'urbanisation sur participer.isanté.gouv.fr. Voilà, on attend vos contributions, c'est très précieux pour nous et pour dessiner les axes de travail qui vont nous amener pour les prochains mois. Voilà. Merci à tous nos participants, tous nos intervenants et on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Bon.